la Côte d'Ivoire devrait avoir comme recette? Eh bien, tout simplement, je vais faire l'hypothèse. Puisque les Ivoiriens ne viendraient pas se substituer aux barman, parce qu'ils vont rester en Côte d'Ivoire. Donc, il est tout à fait normal que je suppose qu'on va vendre moitié prix. Ça, c'est H1, hypothèse 1. C'est-à-dire, au lieu de le vendre à 2 euros, on va vendre à 1 euro. 2 kilos. Poudre. C'est ainsi que c'était transformé chez nous là-bas. On ferait 1 euro. Conclusion, notre recette serait quoi? 1 410 000. C'est ça? 1 410 000 tonnes. Attention, il s'agit de kilos. Donc, je vais ajouter 1 zéro et 3 zéros encore. Donc, 1 410 000 kilos multiplié par 1 euro. Non, pas 1 euro. Comment on a dit multiplié par 100, pardon. Multiplié par 100 euros. Ça, c'est H1. Ce qui veut dire que j'aurai une recette de combien? J'aurai 1 milliard, enfin plus que 1 milliard maintenant. Voilà. Donc, ça serait quoi? Voilà. Je vais prendre ici 141 000 milliards. C'est ça? Voilà. 141 000. Attendez. C'est ça, oui. Les deux zéros là, je les mets ici. Et là, voilà, c'est bon. Bien. Donc, je vais 141 milliards de recettes. Question, mais pour les Africains, puisqu'il s'agit des héros, je vais multiplier par 655,957. Donc, la recette ivoirienne serait dans cette hypothèse, et vous allez bien découvrir avec moi ce que ça veut dire. Car je me suis de vous agacer avec ces mathématiques. 141 000. Non, oui, c'est ça, 141 milliards, d'accord? 141 milliards d'euros multiplié par 655,957. Eh bien, je trouve quoi? Eh bien, il y a des gens qui sont forts, ils ont déjà trouvé. Combien vous trouvez? Je trouve... Combien vous trouvez là-bas? Combien? Mais il n'y a personne pour moi. Alors, oui, combien vous trouvez? 280. Voilà. Alors, je ne sais pas où il est parti mon calcul, il s'est caché. Alors, quand je multiplie par... Ça fait donc 200, je ne sais... Voilà. Merci. Je trouve 80, en arrondissant, hein, parce que, voilà, je trouve 92 000 milliards de francs CFA. 92 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire quoi concrètement? Tous ces calculs savants que je viens de faire avec vous. Au moment où je vous parle, le pays qu'on considère le plus riche dans la petite partie de la zone franc CFA, c'est la Côte d'Ivoire. Son budget de fonctionnement est de, suivez avec moi, 2 000 milliards. Vous me suivez? Des francs CFA, puisque nous sommes à CFA. Conclusion. Si la Côte d'Ivoire transformait, grâce aux Français que vous êtes, parce que pour transformer c'est très simple, on implante les machines là-bas, on n'a pas besoin de ces immigrés, ils restent là-bas, ils travaillent. C'est tout. Voilà la solution. Donc, si la Côte d'Ivoire faisait ça, regardez, une seule année de récolte, suivez avec moi, une seule année de récolte, puisqu'ils vivent avec 2 000 milliards, alors qu'une recette de 92 000 milliards, eh bien, ça pourrait nous donner combien d'années? Il suffit simplement mathématiquement de diviser 92 000 par combien? 2 000 milliards. Combien? 46 ans. Ça pourrait nous donner 46 ans. C'est-à-dire les Ivoiriens resteraient là, ensuite ils ont fait une seule année de récolte. Pendant 46 ans, ils resteraient à danser sans rien toucher. 46 ans.
46 ans. Maintenant, allons plus loin. Prenons maintenant, ils ne vendent pas moitié prix, ils ne vendent pas 100 €, mais ils vendent moitié prix. Ils viennent vivre alors, non pas pendant 46 ans, mais combien? 23 ans. Ça c'est H. Alors j'ai dit H1, si on vend moitié prix, on vivrait pendant 46 ans. H2, si on vend un quart, on vivrait pendant 23 ans. H4, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de vous donner simplement les solutions, parce qu'un diagnostic mal posé génère des fausses solutions. Vous allez voir un médecin, vous dites j'ai mal à la tête pour la jeune fille ou bien la jeune dame, et puis il dit bon, déshabillez-vous, je vais voir. Non, c'est un faux diagnostic, vous dites que vous avez mal à la tête. Mais c'est ce qu'on fait aux Africains. C'est ce qu'on fait aux Africains. On nomme des gens qui ne sont pas d'abord capables de tenir la discussion. Et puis voilà, il faut ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous voyez bien, si on vendait un quart, on vivrait pendant 23 ans. Si on vendait encore à un huitième, on vivrait pendant 12 ans et demi. Et ainsi de suite. Même H4, un 16e de prix, on vivrait pendant 6 ans et quelques, etc. Ça veut dire que les solutions existent, mais ne sont pas appliquées. Et pour qu'elles ne soient pas appliquées, il faut mettre un guignol à notre tête. Voilà le fond du problème. Toute l'hypocrisie est là. Je vous engage à faire vos recherches, vos enquêtes. Vous prenez 1000 Africains et vous dites aux Africains, voilà ici, je vais exagérer, tu gagnes ici 3000 €. On promet de te donner 1000 € chez toi là-bas. Et tu restes chez toi, on garantit que tu as la liberté, etc. Sur les 1000, il y a peut-être 999,999 qui vont dire on va en Afrique. On n'a rien à voir dans ce froid-là. On n'a rien à voir. Et il n'y a rien de plus humiliant de se faire toujours expliquer. Quand je suis en Afrique, on sait que c'est le prof. Mais dès que je sors, ouais, je tombe comme tous les immigrés. Et vous croyez que c'est d'une gaieté de cœur qu'on est ici? C'est parce que d'une manière ou d'une autre, cette France, qui 5 siècles consécutifs d'esclavage et de colonisation, continue toujours de perpétuer ça. Et ceci, cette fois-ci, en modernisant le système, en mettant à notre tête ce qu'il ne faut pas. Voilà une des solutions. Donc, le franc CFA, franc des colonies françaises, continue de faire ses victimes. Je continue pour voir avec vous ce que j'appelle les inconvénients de la parité fixe. Ensuite, vous avez vu que à partir du moment où le franc CFA est accolé à l'euro, c'est savamment élaboré, c'est-à-dire c'est une justification économique de la série de dévaluations. Je pèse bien mes mots. Il y a une série de dévaluations. Ça veut dire quoi? Le franc CFA a été dévalué en 1994, on en a fait tout ce que vous savez. Mais le franc CFA sera dévalué. Et ce n'est pas une seule fois, mais ça sera toujours dévalué. Pourquoi? Tout simplement parce que, puisque nos produits coûtent cher et qu'on ne peut pas vendre, eh bien, lorsque vous ne pouvez pas vendre à l'extérieur et que vous ne faites qu'importer, vous accusez ce qu'on appelle un déficit du commerce extérieur. Or, lorsque, je vais donner des exemples chiffrés, comme ça vous allez voir, j'exporte pour 200 et j'importe pour, admettons, 300, eh bien, j'ai moins. Si c'est 100 millions d'euros, ou bien 100 millions de dollars, je suis obligé d'acheter des euros, et non des dollars, pour payer les Américains. Et si je continue comme ça, comme nous sommes sur un marché des monnaies, eh bien, si je suis plus demandeur de l'argent des autres que pour moi, ça veut dire que leur monnaie s'apprécie par rapport à la mienne. Donc, ma monnaie se dévalue. Elle se déprécie plutôt. Maintenant, je passe sous le contexte des économistes. Quand parle-t-on de la dévaluation? C'est quand la situation économique est intenable. Quand on dit, bon, eh bien, nos caisses, puisque quand vous vendez à l'extérieur et que les étrangers vous payent dans leur monnaie là, c'est ce qu'on appelle la devise, elle est gardée dans la banque, par la banque, qui vous donne en contrepartie de l'argent local.
Mais si un État continue toujours de puiser dans ses réserves pour payer les importations, un moment arrive, on ne peut plus. Donc, on est obligé de dévaluer. C'est une décision politique. C'est là la différence entre dépréciation et dévaluation. On continue. Donc, vous voyez bien que tant que l'euro, le CFA sera accolé, tant que le franc CFA sera accolé ou rattaché ou arrimé, peu importe tous les mots que vous voulez, c'est pas ça. C'est pas un problème de guerre de sémantique. Alors, vous êtes ici, franc CFA. Et puis l'euro est ici. Euro. Eh bien, si vous voulez comprendre le système, prenez votre plus belle voiture, dernier cri, avec l'essence, tout. Vous à bord. Et on va vous atteler au TGV 350 à l'heure. Vous dites que vous allez à Paris. Objectivement, est-ce que vous pouvez arriver à Paris? Vous serez mort. Eh bien oui, vous serez dans un putain d'état. Votre voiture et vous serez écrasés. Parce que vous ne pouvez pas tenir le rythme. C'est ce qui s'est passé en Europe. Pourquoi on n'a pas dit, du coup, tous les 27 pays d'Europe allaient rentrer dans l'euro? Il a fallu restructurer l'économie, mettre les autres pays à niveau, la Grèce, etc. Disaient les déclarations de Dominique Strauss-Kahn et autres qui étaient ministres de l'économie et des finances. Pour que les Européens ne meurent pas, il faut prendre les dispositions économiques pour que, enfin, on puisse utiliser l'euro. Chez nous, non. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, tout simplement, derrière ça, il y a une programmation scientifique de la dévaluation du franc CFA. C'est une arme nucléaire monétaire dressée contre l'Afrique. Pourquoi? Parce que si avec 1 euro, je peux acheter 1 kilo de matières premières, parce que 1 euro égale 655, quand l'euro et quand comment on appelle, égale 655,957 francs CFA, ça c'est H1, H2, quand ça sera dévalué, 1 euro va me donner, j'exagère peut-être, 3000. 3000 francs CFA, j'exagère pour aller plus vite. Ça veut dire quoi? C'est avec la dépréciation, la dévaluation du franc CFA, eh bien, moi, Européen, je me retrouve dans une position de nouveau riche. Donc, je peux faire une pompe aspirante des matières premières à vil prix des Africains. Voilà ce que ça veut dire. Car l'Europe ne sera achevée que quand elle aura 30 pays membres. Or, vous savez que vous vous enrichissez certes des populations humaines, mais est-ce que vous avez le même niveau de vie? La réponse est non. Tous ceux qui viennent des pays de l'Est, il faut obligatoirement relever leur niveau socio-économique. Sinon, il y aura la 3e guerre mondiale ici. Vous savez très bien que la 1re guerre mondiale, la 2e guerre mondiale, c'est bien cette Europe qui a conduit tout le monde entier en guerre. Le riche et le pauvre ne peuvent pas coexister pacifiquement pendant longtemps. Surtout que vous êtes les mêmes peuples blancs. Nous, on est africains. Bon, on se condamne du peu. Mais est-ce que ceux qui viennent d'Europe de l'Est, ils vont toujours vous regarder dans l'abondance, sans vous attaquer? Voilà le fond du problème. Donc, il faut mettre toute une stratégie en place pour prendre les matières premières, mais en toute légalité. Mais où? Ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Asie. En Asie, ce n'est pas non plus en Australie. Il y a un continent qui reste à prendre, comme disait Victor Hugo, occupez-la. Mais c'est bien l'Afrique. Mais cette fois-ci, en faisant comprendre que les Africains, ils sont maîtres de leur destin. La réalité, c'est non. Voilà un des inconvénients. Et je vous avais prévenu. Et il suffit simplement, j'ai dit à un de mes étudiants, principe temps, il fait une thèse. Je crois que vous-même, déjà, avec le peu que je vous ai donné, vous êtes capable maintenant de faire beaucoup de développement. Maintenant, donc vous voyez bien qu'avec ce système-là, il y a une paupérisation et il y a une justification des dévaluations qui sont programmées. Maintenant, actuellement, on parle des IDE, un des inconvénients, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. On a dit que si on est dans la zone franc CFA, eh bien les capitaux étrangers vont venir là-bas. La réalité objective, c'est faux. Pourquoi? Il suffit que vous-même, vous faites chef d'entreprise. Vous avez une certaine somme de $1 million, non, d'euros. Et vous allez, il y a un pays,
Il y a ici la Côte d'Ivoire, il y a un autre qui est le Ghana. Ils sont voisins. Vous voulez produire et puis vendre dans toute l'Afrique ou bien même en Europe. Eh bien, vous avez un intérêt objectif à vous installer au Ghana. Parce qu'avec 1 million, vous aurez, en convertissant en monnaie locale, beaucoup plus d'argent. Et comme ce sont les mêmes cerveaux, eh bien, vous allez produire ici, vous allez vous installer ici, et puis vendre dans la Côte d'Ivoire les produits finis, les autres pays, etc. Il y a un résultat en 2004. Il y a eu 2%, il y a 2% des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers, qui ont été drainés en Afrique subsaharienne. Mais écoutez-moi, comment ça a été réparti? Eh bien, il y a 2 pays, l'Angola et le Nigeria, 2 pays producteurs du pétrole, qui se sont accaparés la moitié. Voilà la réalité objective. Ça veut dire que ceux qui parlent même du problème de la libre convertibilité, etc., parce qu'on reviendra dessus, qui font de ça un problème majeur, ça, ce n'est pas là le souci majeur de l'investisseur étranger. Il y a une opportunité à saisir, il regarde et il investit. Il y existe des solutions pour contourner la non-convertibilité des monnaies. Que ce soit l'Inde, que ce soit même hier le yuan chinois, ce n'était pas convertible. Mais est-ce que ça empêchait les Européens, les Occidentaux d'aller investir là-bas? Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je crois qu'on se comprend parfaitement. Donc, un des inconvénients majeurs comment on appelle, de la fixité des parités qu'on vante beaucoup, c'est ça. Maintenant, un des inconvénients majeurs, et c'est là peut-être je vais suspendre ça, c'est que l'euro est désormais non pas la seule monnaie de la France, mais la monnaie des Européens. Conséquence, c'est logique. Et ça, les Allemands l'ont déjà réclamé. Si l'euro est vraiment la monnaie des Européens, il est tout à fait normal que nous, les autres Européens, nous ayons droit de regard sur le franc CFA. Ça veut dire quoi? Par cette technique monétaire, la France livre encore les Africains aux mêmes Européens. Voilà ce que ça veut dire. Car désormais, le sort de la France et des Africains ne se décide plus non seulement à Paris, mais à Bruxelles et à Francfort. Parce que c'est la monnaie des Européens. Et c'est tout à fait normal. Je dis que je reste logique. C'est à nous les Africains de comprendre que ça, ce n'est pas notre monnaie. Et que c'est la monnaie de la France. Donc, tant qu'on voudra utiliser cette monnaie, il est tout à fait normal que la France soit présente au conseil d'administration. Il est tout à fait normal que, bon, il suffit de prendre un exemple, le 16 octobre, il y a eu une réunion des gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances, etc., ici en France, sous la direction de qui? Christine Lagarde, qui vient d'être nommée ministre de l'économie et des finances. Lagarde, pardon. Excusez-moi. Bon, bref. Donc, vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Alors, avec votre permission, je vais suspendre les inconvénients de la fixité des parités et je vais dire quelques mots sur l'autre principe qu'on appelle le principe des comptes d'opération ou le principe de la centralisation des changes. Ce qui me gêne dans cet exposé-là, c'est que j'écoute ce que j'ai envie de vous dire et le temps, lui, il file. Le temps file et je dois retourner à Paris. C'est ça le problème. Et puis vous aussi, vous avez beaucoup de choses à faire. Or, ce genre d'occasion, ça ne vient pas souvent. Donc, principe 3, le principe de la centralisation des changes, ou alors simplement compte d'opération. Ça veut dire quoi? Je vous avais dit, et vous vous rappelez, puisqu'on veut que le franc CFA et l'euro aient toujours une parité fixe, c'est-à-dire 1 euro égale toujours et toujours 655,957 francs CFA. Donc, si l'offre des monnaies, l'offre des CFA est supérieure à sa demande, il faut que les Africains achètent eux-mêmes leur propre monnaie avec d'autres monnaies qu'on appelle les devises. Donc, je vous avais demandé, mais où est-ce qu'ils vont prendre cet argent? Eh bien, la France dit ceci, en prévision de ces opérations que nous allons faire à votre place,
déposer ici en France, au minimum, je dis bien au minimum, 65%, je vais écrire ça, 65% de vos recettes, de vos devises si vous voulez. Je rappelle, pour ce qu'on appelle devises, c'est quand les Africains vendent à d'autres pays, quand vous vendez à d'autres pays, les monnaies étrangères, c'est ce qu'on appelle les devises. Et maintenant, avec le combat qu'on mène toujours, le livre est sorti, les critiques se multiplient, eh bien la France a fait un progrès spectaculaire. Lequel? Eh bien, depuis le 20 septembre 2005, la France demande aux Africains, oh, après tout on est amis, bon, ne nous versez plus 65%, mais versez-nous simplement 50% de vos richesses. Ici et maintenant. Eh bien, je crois que c'est le 20 septembre 2005. C'est rentré en vigueur. La mesure est rentrée en vigueur au mois de juillet 2007. Pardon? La mesure est rentrée en vigueur au mois de juillet 2007 jusqu'en 2009. Bon, on ne va pas polémiquer sur les dates, mais la réalité qui nous touche, qui vous touche, c'est que des populations riches que vous êtes, les Africains financent votre économie. C'est ça qui est plus important, ce n'est pas tellement... Je vous remercie pour cette précision. Donc, quelles sont les conséquences de ce principe-là? Pour vous, c'est bon, mais je me mets du côté des Africains que vous aimez beaucoup aider. Eh bien, la première des conséquences, c'est que vous voyez bien qu'il y a un dépouillement, une expropriation, donc appelons ça I1, stockage, de 50% des richesses des pays africains ici au Trésor public français. Imaginons un seul instant, vous, pris individuellement, vous avez votre salaire, votre revenu, grâce auquel vous vous donnez un certain niveau de vie. Et vous vous réveillez le matin, on dit, oui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy m'a envoyé. À partir d'aujourd'hui, monsieur, je suis désolé, eh bien, votre salaire est divisé par 2. Est-ce que vous pouvez tenir le coup? Mais malheureusement, c'est ça. C'est ce qui se passe en Afrique. Deuxième, donc ce dépouillement-là, deuxième inconvénient majeur, c'est qu'il y a, vous me suivez, il y a une meilleure utilisation de ces capitaux africains par la France. Pourquoi? Imaginez un seul instant, parce qu'au moment où je vous parle, selon les données statistiques, etc., si on prend pour la BCAO et pour la BEAC, en 2006, il y avait à peu près 8 000 milliards de francs CFA. Pour vous, c'est rien, mais pour nous, c'est quelque chose. Si vous voulez voir ce que ça donne, si on vous donne cet argent, 8 000 milliards, ça fait à peu près, combien ça fait 80 000 francs français, donc divisé par 2, ça fait 40, admettons 12 milliards. 12 milliards d'euros. Prenons un cas simple. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Il y a quelqu'un qui vient dire, mon ami, conservez-moi, gardez chez vous les 12 milliards. Est-ce que vous êtes fou pour garder ça sous le paillasson? La réponse est non. Vous allez placer ça judicieusement dans les banques qui vont vous donner une meilleure rémunération. Parce que pour ces Africains-là, pour qu'ils puissent bien tenir le coup, on leur dit, comme c'est un compte bancaire, on vous rémunère à un taux d'intérêt qui est conforme au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. On calque dessus, mais c'est la France qui fixe unilatéralement. Ça ne se discute pas. Donc, si on va simplifier, on va donner aux Africains, admettons, 2%, la France va placer sur la place où elle veut, admettons 3%, en étant généreux toujours. Donc, 3% moins 2%, elle gagne 1%. On est bien d'accord? Bon. 1% de 12 milliards, on vous donne ça. Eh bien, on n'a pas besoin de 12 milliards. Vous prenez simplement 1%. Il suffit d'enlever ces 2 zéros là, et vous vous retrouvez avec 120 millions. Est-ce que vous avez besoin de travailler? Vous êtes retraité d'office. Et
c'est ça, ce sont ces intérêts financiers. La France va donc prendre, tambour battant, ça va aider l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça va leur reprêter cet argent-là à un taux d'intérêt facile 8%, 10%. Voilà ce que ça veut dire. Même si c'est 4%. C'est-à-dire les mêmes Africains donnent des moyens objectifs à l'ancienne puissance colonisatrice de se faire encore endetter, de se faire fouetter. Ça fait partie des inconvénients majeurs. Maintenant, pour que ces comptes d'opération puissent être alimentés, il faut imposer aux Africains une rigueur budgétaire hors norme. Ça veut dire quoi? Ils doivent dégager de l'argent pour pouvoir les donner à la France et alimenter leurs comptes d'opération. Expliquons simplement par des exemples. Parce que je pense qu'avec les exemples chiffrés, on comprend mieux. C'est que, par exemple, vous êtes là, avec votre famille, bien, tout ça, vous avez 3 000 €. Le budget, c'est toujours 2 grandes parties, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Alors, on va faire ça, allez, recette, vous avez 3 000. On suppose qu'avec les 3 000, vous vivez très bien et tout ça, et puis vous dépensez même 3 000. Donc vous avez un niveau de vie qui est bien calé. Et puis, brutalement, papa se décide, il rentre dans un club, dans le club CFA. Du coup, il vient, les enfants, madame, eh bien, désormais, écoutez, on ne va plus consommer comme ça. Eh bien, prenons 1 500 €. Ça, c'est pour le club. C'est-à-dire le fait qu'il est rentré dans le CFA. Il va se retrouver avec 1 500. Là, j'ai pris de gros chiffres, donc vous avez dit, bon, avec 1 500, on peut vivre. Mais c'est comme quelqu'un qui vivrait avec 1 000 €. Et puis, brutalement, il rentre dans le club CFA, donc il va donner 500 €. Et il est réduit à consommer 500 €, lui et sa femme et ses enfants. Vous voyez la tragédie? C'est ça. Donc, cette rigueur budgétaire, elle est imposée de façon structurelle aux Africains et qui n'ont aucun mot à dire parce que, justement, devant eux se trouvent leurs dirigeants. Un autre inconvénient majeur, c'est que quand on parle de la rigueur budgétaire, ça veut dire qu'il faut diminuer les dépenses. Parce que c'est une épargne forcée. Diminuer les dépenses, c'est quoi? C'est user, c'est limiter les dépenses de l'éducation nationale, la santé, enfin, tout ce qui est social. Et avec ça, on est étonné de voir des pauvres Africains ne pouvant plus prendre des pirogues, aller mourir dans les îles Canaries. Il dit, mais je préfère même mourir à l'étranger. Parce que de toute façon, je meurs ici. Qu'est-ce que le franc CFA leur apporte si ce ne sont pas de l'enfer comme ça? C'est ça le fond du problème. Vous allez dire, mais ce monsieur-là, mais tout est négatif chez lui. Je reviendrai sur la conclusion. Donc, vous voyez bien que si on fait ce genre d'analyse, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir à qui que ce soit. Puisqu'il faut dégager des intérêts, de l'épargne. Donc, il y a dans la rigueur budgétaire, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une relance importante. Donc, on va essayer de lever le taux d'intérêt financier pour empêcher justement les Africains d'entreprendre. Parce que si le banquier diminue son taux d'intérêt, il vous dit, bon, écoutez, mon taux d'intérêt, j'exagère pour que je puisse mieux me faire comprendre. Taux d'intérêt égal 3%. Eh bien, vous dites, mais s'il peut me prêter 200 000 € et puis il me dit 3%, eh bien, je suis encouragé à réaliser mes projets. Mais s'il ne me permet pas, parce que je rappelle encore que c'est la monnaie de la France. Donc, ceux qui sont les vrais décideurs, c'est encore la France. Les autres qu'on appelle fondés de pouvoir, les cas, c'est un noircissement du personnel. Surtout, ça fait partie de la politique politicienne. Ça fait partie de la diplomatie. Donc, vous voyez bien que les taux d'intérêt sont élevés. Et ces taux d'intérêt étant élevés, ça empêche les Africains de se prendre en charge. Vous savez, là-bas, pour ceux qui ont côtoyé l'Afrique, les personnes qui entreprennent le mieux là-bas, ce sont les femmes. Imaginons un seul instant, les Africains avaient une souveraineté monétaire. Ils faisaient une vraie politique. On le voit en Inde, hein? Ce sont les mêmes Africains qui sont partis là-bas, qui ont les cheveux de 10.
Aujourd'hui, tout le monde a peur maintenant, c'est vrai, c'est la Chine, mais on a aussi peur des Indiens qui arrivent en force. Parce que chaque entrepreneur, quel qu'il soit, où il se trouve, pour gagner, il faut son banquier derrière. Là-bas, à cause du franc CFA, les banques nous sont étrangères, ce qui est une logique. Parce que qui dit monnaie, veut dire banque. Qui dit banque, veut dire monnaie. Si la monnaie est étrangère aux Africains, c'est le cas du franc CFA, il est tout à fait normal, il est tout à fait logique que les banques leur soient étrangères. Ceux qui ont été aux Antilles savent très bien. Ils sont là, c'est la même corvée, c'est la même réserve des main-d'œuvre corvéanes à peu près. C'est une modernisation de l'esclavage. Donc, je continue pour simplement rappeler, hélas, très rapidement, parce que avec tout ce qu'il a dit, on risque de ne pas finir, c'est que à partir du moment où il y a compression de l'offre des biens et services, car la production des biens et services n'est pas élevée, et de l'autre côté, donc si l'offre d'un bien, alors ce que j'avais dit, si la demande d'un bien est supérieure à son offre, c'est que son prix augmente. Vous voyez bien? Donc on se trouve dans une situation de ce que les gens appellent la stagflation. Tout stagne. Parce que les 50% des revenus sont à l'étranger. Là, l'argent est rare. Les biens offerts sur le marché sont en quantité limitée. Donc, tout stagne et en même temps, il y a l'inflation. D'où la stagflation. On va continuer. Autre inconvénient, c'est que quand tous ces francs CFA arrivent ici, il faut les racheter. On a déjà dit ça. Il faut les racheter. Donc, c'est une immobilisation des sommes importantes. Les Africains se trouvent désormais dans un état d'immobilisme, dans l'attentisme. Et leur chef d'État se contente de récolter les maigres intérêts financiers. C'est comme vous avez beaucoup d'argent. Au lieu de prendre ça puis entreprendre, on dit non, je place ça dans une banque qui me donne 1%, 2%. Voilà. Et vous comprenez parfaitement que ce genre de situation, loin de faire plaisir, eh bien, imaginez, c'est une tragédie humaine. Pourquoi? Expliquons-nous. Il y a des Africains, et je ne suis pas sous leur contrôle, j'espère qu'il y a au moins 2 personnes qui vont me dire combien gagnent par an, après avoir vendu café cacao, combien gagne par an un vrai paysan. Je ne parle pas des faux paysans. Hein. Il y a des gens qui sont à Abidjan, ils sont dans les capitales, et puis ils se disent paysans. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je dis, quand vous allez en Afrique, vous allez dans les villages, et on voit un paysan, combien il gagne par an? Qui peut me dire ça parmi ceux qui ont côtoyé l'Afrique? Ou bien ils ont tellement duré ici qu'ils ne connaissent plus les réalités de l'Afrique. Combien gagne par an un paysan qui vend son café cacao? Eh bien, on va gagner du temps, puisqu'ils ont peur de le dire. Oui, allez-y. Depuis des années, ils sont payés à la fin de l'année, par exemple, les métayers, ils sont payés par exemple 5 000 francs CFA à la fin de l'année, à la fin de la période. Bon, moi je suis généreux. Je vais leur donner 100 000 francs par an. Vous me suivez? 100 000 francs par an. Je suis toujours généreux. Parce que je vous ai dit, il y avait 80 000. Non, pas 80 000. 8 000 milliards qui sont stockés en 2006. Parce qu'ils cachent ces chiffres-là. Donc il faut faire encore un concours de combattant pour trouver. Parce que c'est plus que ça. 8 000 milliards. Et il y a les paysans qui gagnent 100 000 francs par an. Donc, s'il y a 100 000 francs qui sont stockés ici, ça fait un paysan qui est privé de nourriture depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. S'il y a 200 000, ça fait 2 paysans et ainsi de suite. Donc, trouvons le nombre. Oui, alors, les 8 000 milliards, 8 000 milliards, on est bien d'accord là, hein? Bon. 8 000 milliards. Divisons par 100 000, c'est ça. 100 000. Alors, j'efface ces 3 zéros qui sont là, qui me gênent. On est d'accord? Ça, je l'efface avec ça. Lisons ensemble. Combien vous trouvez? 80 millions de paysans qui sont littéralement privés de leurs revenus au nom de la servitude monétaire à laquelle nos dirigeants souscrivent.
Et on a étonné de voir ces paysans là haut sur pattes, squelettiques, chétifs. Mais c'est un système. Ce n'est pas président Sarkozy, non, c'est un système colonial qui est modernisé. Mais ces crimes-là sont perpétrés à votre nom et à votre insu. C'est ça le fond du problème. Pour vous dire la vérité. Quand moi j'étais en Afrique, j'ai dit, mais ces plans sont mauvais. C'est pas possible. Il a fallu que je vienne vivre avec vous pour dire, ah, donc eux-mêmes, ils sont en état de sous-information. Mon épouse est française, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Pour dire, ah, donc c'est un problème d'information. C'est tout simplement entre l'Élysée et ceux qui sont au poste de commandement, c'est tout. Voilà le système. 80 millions de paysans privés de revenus. Et il suffit qu'une petite amie et puis il meurt. Vous avez appris que les Africains envoient toujours de l'argent. Mais c'est ça. 100 € arrivés au pays. Ah non, c'est beaucoup d'argent. Ça fait 65 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Il n'a jamais vu. Et puis l'année est finie. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on a des dirigeants qui sont cautionnés pour faire ce sale boulot. Je continue. Après cette tragédie humaine, je vous avais parlé de la politique et de l'immobilisme. Et qu'un pays, fût-il le Mali par exemple, ne peut pas verser de l'argent parce qu'il ne vend pas bien, on dit, mais il faut payer en espèces, enfin en nature. En nature quoi? Eh bien c'est de l'or. C'est de l'or. La meilleure monnaie par excellence, c'est de l'or. Et ils payent avec de l'or. C'est pourquoi vous avez appris, au moment où nous parlons, il y a 3000 tonnes d'or à la Banque de France, soit 3 millions de kilogrammes d'or. Vous vous rappelez quand son Excellence, Monsieur le Président Sarkozy, quand il était ministre de l'économie et des finances, qui se rappelle? Il voulait vendre, je crois, 100 tonnes d'or. Ce n'est pas par hasard. Mais je précise, surtout aux agents de l'information, je n'ai pas dit que les 3000 tonnes d'or venaient uniquement de l'Afrique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais l'Afrique y contribue. Si vous ne pouvez pas payer parce que vous ne vendez pas, les pays en or. C'est un système. Toujours. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la France liquide son franc français et trouve tout un système pour maintenir le franc français et le franc CFA? C'est tout simplement, grâce à ça, elle maintient encore ses anciennes colonies. Et elle a un poids, un rayonnement. Le pays le plus puissant économiquement en Europe, c'est quel pays? C'est pas la peine de se voiler la face, c'est bien l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a pas le même rayonnement dans le monde que la France. Parce que justement, eh bien, elle tient en laisse ces 15 pays d'Afrique. Et par ricochet les autres. Puisque le franc CFA est appelé à s'étendre, avec tout ce que ça engendre comme conséquence dont je vous parle, et là c'est sommairement. Bon, pour finir avec ce principe-là, je pourrais tout simplement dire, c'est une infantilisation chronique des Africains. Prenons un exemple. Voilà, vous êtes là, et puis votre enfant, il y a un oncle qui vient, il lui donne, admettons, je dis n'importe quoi, 50 €. Eh bien, cet enfant qui a 5 ans, il court, il dit, ah, maman, voilà, tonton m'a donné 50 €. Tout naturellement, lui confie, il faut gérer ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que pour lui-même, ce n'est même pas bien qu'il gère, puisqu'il peut perdre, etc. Eh bien, aujourd'hui, après combien d'années? Près de 40 ans d'indépendance politique, les Africains continuent toujours de revendiquer le tutorat monétaire de la France. Au point qu'ils s'en vont donner à la France 50% de leurs recettes d'exportation, de leurs devises. La conséquence de ce genre de comportement, vous le savez, c'est qu'il y a simplement une mise au pas, non seulement des dirigeants d'aujourd'hui, mais ceux de demain. Pourquoi? Puisque 50% des recettes et des finances publiques sont en exil, dans les mains de l'ancien occupant. Si vous faites le malin, à commencer par moi-même, tu vous parles, demain je m'en vais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si le système existe, fais ça, on met le pied dessus. Je vais tourner. On dit, il faut t'aligner, sinon on ne te libère pas.
Une des causes, je dis bien une des causes de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est ça. Parce que celui qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, il était à l'époque ministre de l'économie et des finances. Et il a demandé tout simplement une certaine marge de fluctuation du franc CFA. Ça a soulevé un tollé. On a dit, bon, écoutez, celui-là, il faut le déplacer. Et on l'a déplacé. En compensation, il est président de l'Assemblée nationale. Voilà ce que ça veut dire. Celui qui va être gouverneur de la BCEAO, eh bien, il doit faire allégeance. Il doit donner des garanties que lui va faire la perpétuation du franc CFA. Condition sine qua non pour qu'il soit BCEAO. Sinon, s'il fait comme le discours que je fais là, lui, on ne l'écoute même pas. Je propose tout simplement une monnaie typiquement africaine. Cette monnaie typiquement africaine, qui dit monnaie, vous le savez, ça veut dire banque centrale. Quand vous avez la banque centrale qui va donc faire ce que j'appellerais la MUA, la monnaie unique africaine, ça n'a rien à voir avec le fait que je veux copier chez vous, non, c'est pas ça. Puisque le livre même, qu'il est sorti, je crois que c'est en janvier, quand on a lancé l'euro. Ça veut dire qu'il y a longtemps, j'y réfléchissais. Bon, ça c'est la MUA qui va dans, et ça va dans donc la création et la maîtrise, et comment on appelle, la maîtrise de la banque centrale, puisque si on fait notre banque centrale, qui on fait la monnaie qui va être habitée par la banque centrale, je reprends, c'est ça. Banque centrale, non, d'abord la monnaie, mais comme la monnaie ne peut pas rester nue, il faut qu'elle soit dans une banque centrale, typiquement africaine, qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai montré. À partir de là, nous allons maîtriser toutes les banques commerciales. Lesquelles banques commerciales vont permettre de financer des projets socio-économiques portés par les Africains. Et quand ces Africains-là vont porter ces projets, alors on va chercher à transformer, ne serait-ce que même partiellement, nos matières premières, pour que la valeur ajoutée, la richesse créée, une bonne partie puisse rester en Afrique. Et quand cette partie-là va rester en Afrique, alors les Africains vont avoir un pouvoir d'achat, on va créer ce que j'appellerais une bourgeoisie d'affaires qui va porter l'économie africaine. À partir de là, on peut se permettre d'acheter vos produits qui sont, pour nous chers, qui sont porteurs, enfin, où sont intégrées les valeurs ajoutées. Mais quand on me dit tout ce qu'il ne faut pas, ça ne marche pas. Prenons le cas du Maroc. Prenons tous les pays du Maghreb. Le Maroc, c'est pas là-bas, son Excellence, Monsieur le Président Sarkozy vient de signer un contrat de TGV, je sais pas, de 3 milliards, c'est ça? Leur monnaie, ça s'appelle le dirham. Pour 1 euro, pour qu'on puisse comprendre, parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui sont là pour faire le panégyrique des francs CFA, c'est une monnaie forte, tout ça. Ça encore, c'est la manifestation d'un état de sous-information. Je m'explique. Vous savez que pour 1 euro, il faut, je prends 2 pays, Maroc, leur monnaie qui s'appelle le dirham, il faut 11, je dirais allez, on va dire 12 dirhams. Je ne vais pas chipoter sur les chiffres, mais c'est 11 Brigitte. Ça, c'est le Maroc. Prenons la Tunisie. La Tunisie, leur monnaie qui s'appelle le dinar, il faut 1,7. Bon, on ne va pas se battre. Allez, mettons 2. Parce que tout évolue. Je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais c'est une réalité objective que vous pouvez vérifier ce soir sur Internet. Maroc, ce sont des anciens pays membres de la zone franc CFA qui ont compris qu'aucune économie, aucun développement n'est possible sans la maîtrise de la monnaie. Ils ont compris ça, ils se sont retirés. Aujourd'hui, on parle de l'union entre l'Europe et le Maghreb. Est-ce qu'on s'intéresse à quelqu'un qui est pauvre? La réponse est non. Donc, il faut enlever la partie juteuse de l'Afrique, la coller à l'Europe. Comme ça, on aura affaire à des gens riches, et puis on va venir abattre ceux qui sont là-bas, qui sont incapables de prendre des décisions politiques. Enfin, les conséquences des décisions politiques.
Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, la Tunisie. Je vais aller plus loin. Je prends par exemple, vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam. Ça a duré combien d'années? Il y en a? Bon, 10, allez. Ces Vietnamiens qui ont été donc saccagés par les Américains, est-ce que c'est eux qui meurent de faim aujourd'hui? La réponse est non. On trouve partout le riz vietnamien, donc exporté par les Vietnamiens. Grâce à quoi? Grâce à leur monnaie, qu'on appelle le dong. Vietnam. Écoutez-moi, s'il vous plaît, vous allez dire, mais à quoi il va en venir? Le dong. Et puis pour 1 euro, on vous donne, écoutez-moi, 21 000 dong. 21 000 dong. 21 000 dong. Ça veut dire que si cet été-là, vous prenez l'avion, vous allez passer vos vacances, comment on appelle, au Vietnam, vous êtes peinard. Mais ils se développent. Parce que la monnaie est là, comme votre voiture, il faut y mettre l'essence, sinon ça ne bouge pas. C'est ça la monnaie, c'est ça l'argent. Je n'emploie plus le mot monnaie, je vais employer le mot argent. Parce que quand on dit monnaie, ça paraît trop technique. Il y a des Africains qui pensent qu'ils peuvent se développer en se mettant dans une situation de subordination. Ils n'ont pas d'argent. Et ils sont là en train de vivre dans la mendicité. Un dernier élément, après le Vietnam, prenons le cas de l'Iran, que vous connaissez, puisque vous connaissez leur président, qui est en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir se faire valoir chez lui et qui agace l'Amérique. Eh bien, leur monnaie, c'est le rial. Eh bien, pour ça, il faut 12 000 rials. Vous avez entendu le mot 12 000 rials pour 1 euro seulement. Est-ce que l'Iran est sous-développé par rapport à tous ces pays de l'Afrique francophone pris isolement? La réponse est non. La réponse est non. Et je donne un dernier élément qui est l'Indonésie. Et c'est là que je vais m'arrêter sur ces exemples-là, parce que quand on fait la théorie pour la théorie, leur monnaie s'appelle le baht. Pour 1 euro, il faut 12 000 bahts. Est-ce que l'Indonésie meurt de faim? Tout ça pour vous dire qu'il y a un mensonge scientifique qui est savamment élaboré pour maintenir ces Africains dans la dépendance, en un mot perpétuer la colonisation. Et avec ça, curieusement, on est un pays des droits de l'homme, pays de l'indépendance, etc., etc. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver, elles sont disponibles. Donc, malheureusement, on est obligé de suspendre mon intervention pour vous laisser la parole, puisque je sais que à travers les questions, je vais encore intervenir. Alors, vraiment, tout en vous remerciant de m'avoir écouté sommairement, je vous repasse la parole. Enfin, je vous passe la parole, j'en ai fini. Nous avons abordé par l'angle monétaire. Moi, j'ai assez confiance parce qu'on est devant une impasse qui, à la fin 2008, débouchera sur quoi qu'il arrive sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, la mobilisation des comptes d'opération de la capacité d'exportation des pays africains de notre zone, ce que vous avez appelé vos 12 milliards. Ça représente, si on regarde chaque mois, une compensation de notre déficit personnel de la France en commerce extérieur. C'est-à-dire grâce à tout le commerce extérieur des Africains en dehors du commerce d'exportation chez nous, c'est-à-dire en dehors de tout ce qu'ils envoient dans la zone euro, en dehors de tout ce que l'on pique à travers le commerce de rente. Tout ce que l'Afrique est déjà capable d'exporter s'il peut. Mais leur capacité d'exportation, la France s'en sert dans ses comptes pour éviter de démontrer tous les jours politiquement que nous sommes en faillite du commerce extérieur. Or, nous sommes en déficit du commerce extérieur. L'Afrique nous sauve. Bon, moi, j'ai bien aimé votre exposé, mais je trouve quand même que il y a parfois quelques raccourcis malgré tout. Parce que là, vous semblez dire que c'est le vecteur monétaire qui est le vecteur essentiel de l'ensemble de l'appauvrissement, de la paupérisation. Et, bon. Alors, bon, je ne suis pas absolument sûr quand on le prend en comparant avec d'autres pays. Pas tous les pays africains sont en zone CFA. D'autres pays sont, j'allais dire, confrontés au marché. Voilà. Donc, et ils n'ont pas de meilleurs résultats, malgré tout. Parce que, là, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que vous avez parlé du Banque centrale comme solution. Et le problème du Banque centrale, tout le monde le sait bien, ça doit relever d'abord de l'accord politique. Or, il n'y a pas d'accord politique, ou alors,
alors vous considérez que sur la zone CFA, c'est uniquement sur la zone CFA qu'on met en place le Banque central, parce que sinon, dans le continent africain, il y a d'autres pays. Donc c'est pour cela, parce que après vous faites aussi un peu abstraction du fait qu'il y a un échange profondément inégal. Vous avez parlé des devises. Le gros problème, c'est que même si vous n'êtes pas CFA, les autres pays, ils ne peuvent pas échanger, payer avec leur monnaie. Il n'y a aucune monnaie des pays d'Afrique qui est valable. Ils sont donc bien obligés de payer en devises. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de vendre leurs matières premières pour avoir des devises et pour pouvoir rembourser les dettes, etc. Ce qui fait que ça les affaiblit parce qu'ils sont dominés à cause des problèmes des prix du marché sur lesquels ils ont peu de prix. Donc c'est pour ça qu'il me semble que le problème est quand même plus vaste que le simple assujettissement de ces pays de la zone franc au CFA. Voilà. Très bien, merci pour cette contradiction, parce que moi j'attends les contradictions. Vous avez parfaitement raison. Bon, si on fait la liste des mots qui frappent l'Afrique, eh bien, on va les citer jusqu'à la fin, on ne fera rien. Donc, il faut commencer quelque part. Et moi, je suis venu en attaquant sous cet angle monétaire. Et je dis, je ne suis pas un rêveur. Il faut partir des faits. Prenons le cas de l'Europe. Pourquoi tout le monde vient en Europe de l'Ouest? Ce n'est pas la peine de se voiler la face. C'est parce que il y a ce qu'on appelle l'euro qui est quand même au centre, même si, bon, ça c'est un autre débat, hein? C'est un autre débat. C'est-à-dire comment les Européens s'auto-répriment par rapport à ça. Faites-moi comment je suis quand même prof d'économie. Donc, je sais les critiques sur l'euro. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt de ça. Je suis dans le cas de l'Afrique. Donc, je disais ceci. À partir du moment où 15 pays africains sont unis autour d'une monnaie, je dis c'est une bonne chose. C'est même un héritage colonial qui devrait être positif, en ce sens que, comme il est difficile de se rapprocher, donc on a dit, bon, voilà, on sort de la colonisation, on est déjà ensemble. Eh bien, en lieu et place, c'est-à-dire de franc CFA là, on enlève, en lieu et place, on met notre propre monnaie. Voilà, tout simplement. À partir de là, on fait un élargissement, exactement comme vous êtes parti des 6 pays, et aujourd'hui vous êtes 27 et demain 30, et je n'en sais rien. Je ne sais pas où va s'arrêter l'Europe, mais en tout cas, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas pour moi de dire que tous les parce que ce ne sont pas tous les pays d'Afrique qui sont dans la zone euro, mais un fait demeure. Un fait demeure, c'est que si nous regardons les autres pays hors zone franc CFA, je prends le cas du Nigeria, 120 millions au minimum. Est-ce que ce sont les Nigériens qui meurent de faim? La réponse est non. Allons plus loin. C'est un économiste qui vous parle. Quand on voit des gens comme les Osborne, etc., dans les années 1949, il disait que c'est tout à fait normal que les Chinois meurent de faim parce qu'ils étaient 450 millions avant 1949. Il dit que c'est tout à fait normal. Au moment où nous parlons, quand il y a eu la révolution totale des Chinois, des cadres chinois, qui ont mis hors d'état de nuire les Tchankacheks soutenus par les Américains, et qui ont battu leur monnaie, qui ont eu la souveraineté monétaire, qui ont maîtrisé la banque centrale, qui ont maîtrisé tous leurs circuits financiers, qui ont mis en mouvement de travail les Chinois. Au moment où nous parlons, de qui avez-vous peur? Ce sont les Chinois. Parce qu'il y a un fait que personne ne peut contester sur la terre, en dehors de la violence, de la barbarie, qui va contraindre un être humain à obliger un autre humain de travailler. En dehors de ça, aucun être humain n'aime travailler gratuitement. Il a besoin d'être payé. La monnaie est un moyen de paiement. Mais encore faudrait-il avoir la maîtrise de ce moyen de paiement. C'est de ça que je parle. C'est une absurdité de voir des Africains qui sont là matin, midi, soir, les bras croisés, sous prétexte qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à faire. Alors que par définition, un pays sous-développé, ça veut dire qu'il y a tellement de choses à faire, que ce pays est sous-développé. Pourquoi reste-t-il sans travail? Parce qu'on ne peut pas les payer. Exactement
voiture qui est belle, toutes les pièces sont au grand complet, mais il y a l'essence tout. Mais pour démarrer, on vous a pris la clé. Vous ne pouvez pas bouger. Si on ne paye pas les Africains, si on ne les met pas au travail, ils ne vont pas travailler. Donc c'est plus violent. Pourquoi? Le génie inventif, le génie créatif des Africains est mis en sommeil par ce système. Vous croyez que c'est d'une gaieté de cœur que moi je suis ici? Non. Je n'ai même pas besoin de quels sont leurs projets les autres. Mais vous rentrez, et ça je passe sous le contrôle, vous êtes même en Afrique, vous faites un projet. On dit, bon, il vaut, je dis n'importe quoi, 200 millions, ou bien 100 millions. Très bien. On dit, pour remporter ce marché-là, il faut avoir une autorisation conditionnelle de votre, un accord conditionnel de votre banque. C'est-à-dire, si votre banquier vous dit, bon, si tu remportes ce marché, je te prête cet argent. Il faut venir avec. Et vous êtes en concurrence avec un autre Européen. Lui, il aura l'accord conditionnel du banquier. Vous, l'autre, vous n'aurez pas. Et c'est normal encore. Pourquoi? Tout simplement, je reviens sur la même chose. Parce que la monnaie, la banque, tout ça, ça appartient à la France. Et c'est tout à fait normal que la France soutienne son ressortissant. Ça n'a rien à voir avec le sentimentalisme, etc., etc. C'est pourquoi, et je vous lance un défi, allez en Afrique francophone et comptez le nombre de Français qui sont des employés des Africains. Vous allez voir combien ils sont. Vous n'en trouverez pas. Si vous en trouvez, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire qu'il est payé chèrement. Et ça, c'est un homme du terrain qui vous parle. Et tout ça, c'est dû à quoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'entreprendre les autres. Mais l'accès au crédit leur est interdit. Oh, ici, on parle de ce qu'on appelle les microcrédits. Les microcrédits, c'est quoi? C'est des petits crédits qu'on donne à des petits projets pour se réaliser, pour que l'individu puisse se prendre en charge et éliminer donc son sous-développement individuel, lequel le sous-développement individuel va avoir des répercussions sur son environnement, quand vous savez très bien que quand un Africain est au chômage, quand il perd son emploi, c'est au moins 10 personnes qui n'ont rien à manger. C'est pourquoi j'insiste sur le problème des crédits bancaires. Quand on voit l'homme de Bangladesh, Yanous, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a mis le microcrédit, qui est en train de remporter partout des succès, ce n'est pas par hasard. Mais je termine mon intervention pour vous dire, ce n'est pas par hasard que j'insiste sur ça, parce qu'il faut avoir la maîtrise des moyens de paiement. C'est ça le problème de fond. Et Jean-Guillaume, tu vois, maintenant, mais nous sommes quand même au début d'un combat avec notre ami Abou, un combat qui était déjà initié, à qui nous ne pouvons pas oublier, notre cher ami François-Xavier Verschave, président de Surrey, qui est quand même l'initiateur quand même d'un combat, de ce grand combat qui est le combat à la France, et qui nous a quittés il y a quelques 2 ou 3 ans, et que nous ne pouvons pas oublier, et que Survie a beaucoup porté, et que ce combat que nous allons toujours continuer. Cet hommage-là va à François-Xavier Verschave aussi. Et ce que nous avons à dire aussi, nous en appelons à tous les Africains, quel que soit de droite ou de gauche, quelle que soit leur opinion, majoritaire ou dans l'opposition, de se retrouver ensemble, de mener ce combat-là, d'obliger le responsable politique. Qu'est-ce que tu en penses? Obliger le responsable politique, le chef d'État, à en finir dans ce système de notre âge. C'est pourquoi nous demandons à tous les Africains, aux responsables politiques, tous une unité parfaite pour sauver ce continent, pour sauver cet avatar, cette injustice.